Le sang goûtait encore de mes tempes quand j'ai ouvert les yeux, non pas sur les néons blafards de l'hôpital, mais sur le plafond fissuré de mon atelier à Montmartre. J'étais mort, assassiné par la main même de celle que j'appelais ma belle-fille, Sophie, qui m'avait poussé du haut de la tour Eiffel après m'avoir empoisonné l'esprit avec ses mensonges. Et pourtant, me voilà, le cœur battant à nouveau dans cette poitrine usée par les nuits blanches, le 15 juin 2023, le jour de ses 20 ans, le jour où tout avait basculé dans ma vie précédente. Le choc m'a traversé comme une lame de guillotine, mes mains, ces mêmes mains qui avaient sculpté son cadeau d'anniversaire, tremblaient sur le bois verni d'une boîte en acajou. À l'intérieur, une broche artisanale, forgée de mes doigts calleux, un pendentif en argent représentant la scène entrelacée de lys, symbole de notre famille recomposée. J'avais passé des semaines à la ciseler, à polir chaque courbe pour qu'elle brille comme l'amour que je lui portais, cet amour d'un père adoptif qui avait tout sacrifié. Mais elle l'avait jeté au sol, ce bijou, en ricanant, « C'est pas cher, ça, papa. T'aurais pu faire mieux avec ton salaire de prof », ces mots avaient été le premier poison, le reste avait suivi, une traîtrise si profonde qu'elle m'avait conduit à la tombe. Je me suis redressé, le souffle court, l'odeur de la sueur et de la cire d'abeille envahissant mes narines comme un rappel spectral. Dehors, Paris s'éveillait sous un ciel plombé, les klaxons des taxis jaunes et les murmures des boulangeries montant jusqu'à ma fenêtre. Marie, ma femme, mon amour de 10 ans, dormait encore dans la chambre adjacente de notre appartement haussmannien du Marais. Elle ignorait tout, alors. Ignorait que sa fille, fruit d'un premier mariage maudit, complotait déjà avec son amant, un banquier véreux de la place Vendôme, pour me dépouiller de tout. Le fonds universitaire de 200 000 € que j'avais amassé pour Sophie, fruit de mes économies de professeur d'histoire à la Sorbonne, avait servi à financer leur fuite amoureuse après mon accident. Mais cette fois, je le savais. J'avais vu l'avenir, ou plutôt, je l'avais vécu jusqu'à l'agonie. Et la vengeance, cette vieille putain française que Balzac aurait célébrée, coulait déjà dans mes veines comme un vin rouge corsé. Je descendis les escaliers en colimaçon, mes pas feutrés sur le parquet craquant, le cœur gonflé d'une rage froide, calculée. Sophie était dans la cuisine, affalée sur la table en chêne, scrollant son iPhone avec cette nonchalance de gamine pourri gâtée. 20 ans, des cheveux blonds teints en or pâle, un piercing au nez qui criait sa rébellion futile contre le monde bourgeois que je lui offrais sur un plateau. Elle leva à peine les yeux quand j'entrai, mais quand je posai la boîte devant elle, un sourire forcé aux lèvres, elle daigna enfin me regarder. « Joyeux anniversaire, ma chérie », dis-je, la voix suave, masquant le tremblement intérieur. Elle ouvrit la boîte, ses ongles manucurés à un rouge sang qui me fit frissonner ou effleurant le métal. Puis, son nez se plissa, ce rictus que j'avais vu tant de fois dans mes cauchemars post-mortem. « C'est en mad ?» demanda-t-elle, le ton dégoulinant de condescendance. « C'est pas cher, ça, non ? Jean, t'as dû le faire avec des restes de ton cours de menuiserie. Marie, regarde ce truc ringard. » Marie apparut alors, enveloppée dans sa robe de chambre en soie, ses yeux verts encore ensommeillés. Elle rit doucement, un rire qui, dans ma mémoire, avait masqué des larmes de culpabilité après ma mort. « Allons, Sophie, c'est le geste qui compte. Ton beau-père a passé des heures là-dessus. » Mais Sophie haussa les épaules, jetant la broche sur la table comme un vulgaire caillou. « Ouais, ben le geste, c'est mignon, mais j'ai besoin de vrais trucs. Genre, un sac Birkin pour la fac à Sciences Po. Pas ce bricolage. » Ces mots me transpercèrent, mais au lieu de la douleur habituelle, une étincelle s'alluma. Dans l'ancienne boucle, j'aurais avalé la pilule, ravalé ma fierté, et continué à payer pour ses caprices. J'aurais transféré les 200 000 € sur son compte ce soir-là, signant mon arrêt de mort financier. Mais aujourd'hui, je souris à un sourire de loup affamé sous la lune parisienne. Tu as raison, Sophie. Ce n'est pas cher. Et tu sais quoi? Rien de ce que tu as ne l'est. Tout est à réévaluer. Elle cligna des yeux, surprise par mon ton. Marie fronça les sourcils, sentant le vent tourner. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» murmura-t-elle. Je ne répondis pas tout de suite. Au lieu de cela, je sortis mon téléphone, feignant de consulter un mail. En réalité, j'activais l'enregistrement vocal, une astuce que j'avais apprise dans ma vie précédente, quand j'avais découvert trop tard les textos compromettants de Sophie avec Alexandre, son amant, ce serpent en costume 3 pièces qui dirigeait un fonds d'investissement à la Défense. La journée se déroula en faux-semblant. Nous déjeunâmes dans un bistrot du quartier, au coin de la rue des Rosiers, où les juifs ashkénazes et les bobos se côtoyaient dans une trêve précaire.
Sophie commanda du foie gras et du champagne rosé, se plaignant de la chaleur humide qui collait sa jupe crayon à ses cuisses. Je payai l'addition sans un mot, mais intérieurement, je cartographiais déjà le terrain de bataille. Alexandre était le pivot, un homme de 35 ans, ambitieux, qui avait séduit Sophie pour accéder à mon réseau à la Sorbonne, où j'enseignais l'histoire économique. Dans l'autre vie, il m'avait ruiné en spéculant sur mes conseils boursiers volés, me laissant endetté jusqu'au cou, tandis que Sophie et lui s'enfuyaient à Saint-Tropez avec mon argent. De retour à l'appartement, tandis que Marie rangeait les restes, je m'éclipsais dans mon bureau. Les murs tapissés de livres Proust, Camus, Zola me rappelaient que la littérature française était une arme, elle disséquait l'âme humaine avec une précision chirurgicale. J'ouvris mon ordinateur, accédant au compte bancaire partagé où trônait le fonds pour Sophie. 200 000 €, durement gagnés par des conférences supplémentaires et des nuits à corriger des thèses. Un clic, et je pouvais tout geler. Mais non, la vengeance devait être lente, théâtrale, comme une pièce de Racine où chaque réplique empoisonne. Au lieu de cela, j'envoyai un mail anonyme à Alexandre, utilisant un VPN que j'avais configuré en urgence ou une compétence acquise dans les limbes de ma mort, où le temps s'étirait en leçons amères. Le message, cher Alexandre, Sophie m'a parlé de votre petit arrangement. Le fonds universitaire? Une blague. Mais si vous voulez vraiment jouer, rencontrez-moi demain au café de Flore. Seul. Où je balance tout à son beau-père. J'ajoutais une pièce jointe, une photo truquée, mais convaincante, de Sophie en train de signer des papiers frauduleux ou un montage rapide avec Photoshop, fruit de mes nuits solitaires passées à ruminer. Le soir tomba, chargé d'orage. Sophie, ignorant le piège se refermant, organisa une fête dans le salon, des amis de la fac, des fils et filles de la haute bourgeoisie, buvant du vin de Bordeaux volé à ma cave. La musique pulsait du Daft Punk remixé en électro-française et l'air empestait le parfum sucré et la sueur. Je me tins en retrait, observant. Elle dansait, ondulante, sa robe noire moulant ses formes, riant aux éclats avec un garçon prénommé Louis, héritier d'une chaîne de parfumerie. Mais ses yeux glissaient vers son téléphone, attendant le texto d'Alexandre. Vers minuit, il arriva enfin, rendez-vous demain? Bisous, Tonna, je souris dans l'ombre. Le lendemain, au Flore, je le confronterai. Pas pour le tuer ou pas encore mais pour planter la première graine du doute. Sophie le verrait craquer, et la fissure dans leur façade idyllique s'élargirait. Marie, sentant mon humeur, s'approcha, posant une main sur mon épaule. Tu vas bien? Tu sembles distant. Je l'embrassai sur la tempe, goûtant le sel de sa peau. Mieux que jamais, ma chérie. Demain, tout change. Cette nuit-là, je ne dormis pas allongé dans le lit king size, écoutant la respiration régulière de Marie, je revivais ma mort, la poussée dans le vide, le vent hurlant comme les damnés de Dante, le sol de la cour de la tour se ruant vers moi. Sophie avait ri, ce rire cristallin, en me voyant tomber. Il valait rien, de toute façon. Mais maintenant, j'étais de retour, un fantôme en chair et en os, prêt à transformer leur paradis en enfer personnel. La revanche n'était pas qu'une question d'argent, c'était une dissection, un écorchage vif de leurs âmes impures. Et Paris, ma ville bien-aimée, serait le théâtre de cette tragédie shakespearienne à la sauce gauloise. Le matin suivant, je quittai l'appartement tôt, prétextant une réunion à la Sorbonne. Le métro bondé me porta jusqu'à Saint-Germain-des-Prés, où le café de Flore bourdonnait de ses habitués, intellectuels en lunettes rondes, touristes égarés, et ce relent éternel de croissants brûlés. Alexandre était déjà là, attablé sous le portrait fané de Sartre, son costume gris perle impeccablement repassé, mais ses yeux trahissant une nervosité de rat pris au piège. Il me vit approcher et se raidit, feignant un sourire. « Professeur Duval ? Sophie m'a dit que vous vouliez me voir pour un investissement. Le fond ? Sa voix était mielleuse, mais je décelai le tremblement. Je m'assis en face de lui, commandant un expresso noir, sans sucre comme ma vengeance. Non, Alexandre. Pas d'investissement. Une conversation sur la loyauté. Et sur ce qui arrive quand on vole à un homme sa famille, son argent, sa vie. Ses pupilles se dilatèrent. Il balbutia, je ne comprends pas, mais je sortis mon téléphone, jouant l'enregistrement de la veille, la voix de Sophie, claire comme un glas, papa, c'est pas cher, ce truc. T'es nul en cadeau. Il pâlit. C'est quoi ce délire? Elle plaisantait. Je me penchai en avant, ma voix basse, un murmure de confesseur. Dans 3 mois,
tu l'auras ruiné. Tu l'emmèneras loin, avec mes 200 000 euros. Mais cette fois, je sais. Et si tu ne romps pas avec elle aujourd'hui, je révèle à Marie vos petits jeux, les nuits à l'hôtel Lutetia, les transferts occultes vers ton compte offshore au Caïman. Tu finiras au tribunal, Alexandre. Et Sophie? Elle ira mendier dans le métro. Il transpirait maintenant, son col de chemise s'assombrissant. Écoutez, on peut s'arranger. Je l'aime, vraiment. Donnez-moi une chance. Je ris, un rire sec, comme celui d'un vilain de film de Melville. L'amour? C'est un mot pour les faibles. Rond, ou péri. Il hocha la tête, vaincu, et quitta le café en titubant, laissant un billet froissé sur la table. De retour chez moi, Sophie m'attendait, les bras croisés. T'as vu Alexandre? Il a annulé notre dîner. Quel con. Je haussai les épaules, innocent. Les hommes sont volages, ma fille. Mais toi, tu mérites mieux. Viens, on parle du fond. Il est temps que tu gagnes ton pain. Ses yeux s'écarquillèrent la première fissure. La machine était lancée, et Paris, indifférente, continuait son balai mortel. Les jours suivants s'étirèrent comme une toile d'araignée tissée dans l'ombre des combles parisiens, chaque fil tendu avec précision, prêt à enserrer ma proie. Sophie, cette vipère en herbe, commença à montrer des signes d'impatience. Ces textos à Alexandre que je piratais maintenant via un logiciel basique appris sur le dark web dans mes limbes étaient frénétiques. Pourquoi tu m'ignores? C'est à cause de lui. Il répondait par monosyllabes, sa couardise le rongeant comme un acide. J'observais tout depuis mon bureau, un verre de cognac à la main, le liquide ambré reflétant la lueur bleue de l'écran. Marie, sentant la tension, me questionnait le soir, levée contre moi dans le lit. Qu'est-ce qui se passe, chérie? Sophie est bizarre. Morose. Je l'embrassais, distrayant ses soupçons avec des caresses expertes, murmurant des promesses d'amour éternel. Elle était innocente, du moins en partie, dans l'autre vie, elle avait pleuré ma mort, rongée par la culpabilité, mais trop lâche pour affronter sa fille. Le secret que je déterrais maintenant était plus sombre que l'égout de la Seine, Sophie n'était pas la fille légitime de Marie. Un adultère, des années plus tôt, avec un amant italien lors d'un voyage à Venise. Le vrai père? Un mafioso de la Camorra, mort dans une fusillade à Naples. J'avais découvert cela par hasard, en fouillant les papiers jaunis de Marie après ma mort, quand le désespoir m'avait poussé à tout retourner. Sophie, élevée dans le luxe parisien, ignorait son sang souillé, mais Alexandre l'avait appris et l'utilisait pour la manipuler, menaçant de la dénoncer si elle ne l'aidait pas à me plumer. C'était ce levier que je retournerais contre eux. Une semaine après le Flore, je décidai d'accélérer. J'invitai Sophie à une promenade le long de la Seine, sous le pont des Arts, où les cadenas d'amour rouillés pendaient comme des chaînes brisées. L'air était lourd d'humidité, l'odeur de la rivière mêlée à celle des châtaignes grillées des vendeurs ambulants. Elle marchait à mes côtés, boudeuse, ses escarpins claquant sur les pavés. Pourquoi tu fais ça? T'es weird depuis mon anniv. Je m'arrêtai près d'un banc, sortant une enveloppe craft de ma poche. Ouvre. C'est pour ton avenir. À l'intérieur, des faux documents, un extrait de naissance altéré, montrant son père comme un certain Giuseppe Rossi, avec une photo pixelisée d'un homme au regard dur. Ses mains tremblèrent en lisant. C'est quoi ces conneries? Ma mère m'a dit que papa était mort en accident de voiture. Je posai une main sur son épaule, feignant la compassion. Demande-lui, Sophie. Mais attention, si tu fouilles, tu risques de réveiller des fantômes. Des Italiens, peut-être. Ceux qui cherchent encore la vengeance pour un vieux meurtre. Elle pâlit, ses lèvres se pinçant en une ligne blanche. T'essaies de me faire peur? Pourquoi? Parce que j'ai dit que ta broche était moche. Je ris doucement, le vent portant mon écho vers Notre-Dame. Non, ma chérie. Parce que tu m'as volé bien plus que des mots cruels. Tu m'as volé ma vie. Et maintenant, je reprends ce qui m'appartient. Elle recula, les yeux écarquillés, mais je l'attrapai par le bras, mon emprise ferme comme les menottes d'un flic de la PJ. Écoute bien, romps avec Alexandre. Définitivement. Où ces papiers atterrissent chez les carabiniers. Et ton fonds? Il disparaît. Pour un don à une association contre la corruption mafieuse. Elle se dégagea, courant presque vers le métro, mais je savais qu'elle mordrait à l'hameçon. Ce soir-là, chez nous,
l'atmosphère était électrique. Marie avait préparé un coq au vin, son plat signature, mais Sophie toucha à peine à son assiette, les yeux rougis. « Qu'est-ce qui t'arrive » demanda Marie, inquiète. Sophie explosa, « Rien. C'est lui. Ton mari qui me menace avec des mensonges sur mon père. » Marie se tourna vers moi, le visage blême. « Laurent ? Explique-toi. » Le moment était venu pour la première décision controversée, trahir Marie, ou non. Dans l'autre vie, j'avais protégé son secret, par amour, et cela m'avait coûté cher. Cette fois, je choisis la lame. Demande-lui, Marie. Demande-lui qui est vraiment son père. Ou plutôt, qui n'est pas le mien. Le silence s'abattit comme une enclume. Marie se leva, vacillante, et entraîna Sophie dans la chambre. Leurs voix filtrèrent à travers la porte, cris, pleurs, révélations. J'entendis, Venise, Giuseppe, Mafia. Puis, un slap Marie giflant sa fille, ou l'inverse. Quand elles émergèrent, Marie était un spectre, cheveux en désordre, yeux gonflés. « Comment tu sais » murmura-t-elle. Je haussai les épaules. J'ai mes sources. Et maintenant, tu choisis, elle, ou moi. Parce que si elle reste, le fond part. Et avec lui, notre vie. C'était cruel, impitoyable, une décision qui me rongerait peut-être plus tard, mais la vengeance ne pardonne pas la faiblesse. Marie pleura, mais hocha la tête. Elle partira chez sa tante à Lyon. Demain. Sophie hurla, un cri primal qui fit trembler les vitraux de l'immeuble. Espèce de salaud. Tu vas payer pour ça. Mais elle partit, valise à la main, sous la pluie battante de Paris, jurant de me détruire. Alexandre, sentant le vent, coupa les ponts, bloquant son numéro. Seule dans sa chambre d'étudiante à Lyon, elle ruminerait, impuissante. Pourtant, ce n'était que le début. Le vrai coup viendrait à la Sorbonne, où j'enseignais. Sophie, inscrite en master de sciences politiques, comptait sur mon influence pour un stage à l'Élysée. J'annulai tout, un mail au doyen, citant « conflits familiaux ». Ses notes plongèrent, ses amis la lâchèrent, sentant l'odeur de scandale. Et moi ? Je dormais mieux, le poids de la mort levé, remplacé par une euphorie sombre. Mais les nuits amères suivaient. Marie, brisée, se rapprochait de moi par désespoir, nos étreintes devenant des batailles, passions mêlées de haine. « Tu es un monstre », murmurait-elle un soir, après l'amour. Peut-être, répondais-je, caressant son dos. Mais un monstre qui t'aime. Le twist se profilait, j'avais omis de lui dire que j'avais déjà transféré 50 000 € vers un compte secret, au nom d'une fondation fictive. Pas pour moi ou pour nous, après. Si elle survivait à la purge. 2 mois passèrent. Sophie revint à Paris pour une confrontation, débarquant un après-midi d'automne, feuilles mortes tourbillonnant autour de ses bottes. Elle avait maigri, ses yeux creux comme des puits. « Rends-moi le fond. J'en ai besoin pour Sciences Po. Sans ça, je suis rien. » Je l'invitai à entrer, servant du thé à la menthe, faussement courtois. Marie était absente, en thérapie. « Assieds-toi. Parlons comme des adultes. » Elle s'assit, tremblante. « Pourquoi tu fais ça ? Je suis ta fille. » Ma belle-fille, corrigeai-je. Et tu m'as tuée, Sophie. Pas avec un couteau, mais avec ta cupidité. Elle fronça les sourcils. Quoi ? T'es fou. Je sortis alors les preuves, enregistrements, mais, même une vidéo de surveillance truquée montrant Alexandre et elle complotant dans un café. Ses yeux s'agrandirent d'horreur. Comment ? Je sais tout. Et maintenant, signe ça. Une procuration pour geler le fonds, au nom d'une association anticorruption. Ironie du sort, vu ses origines. Elle signa, en larmes, mais dans un sursaut de rage, elle attrapa un coupe-papier sur le bureau et me le planta dans l'avant-bras. Le sang jaillit, chaud, poisseux, me ramenant à ma chute de la tour. Je hurlai, la plaquant au sol, mes mains autour de son cou. « Tu vas payer, petite salope !» Les voisins appelèrent la police, sirène hurlant dans la nuit. Elle fut arrêtée pour tentative de meurtre, moi soigné à l'hôpital. Marie arriva, effondrée, choisissant enfin, divorce pas peur sans main. L'hôpital Sainte-Catherine, avec ses murs blancs aseptisés et son odeur de désinfectant qui imprégnait l'air comme un linceul, devint mon sanctuaire temporaire. Mon bras bandé, les points de suture tirant à chaque mouvement,
je fixais le plafond, écoutant le bip régulier du moniteur cardiaque. Sophie était en garde à vue à la préfecture de police, son avenir se master tant rêvé, ses rêves de pouvoir à Bruxelles réduits à néant par une lame de 3 centimètres. Marie m'avait visité une fois, ses yeux rougis par les larmes, murmurant des excuses avant de partir signer les papiers du divorce. « Je ne peux plus, Laurent. Tu as détruit ma fille. » « Détruit ? Non, libéré. » J'avais arraché le masque, révélé la bête en elle. Et pourtant, un vide béant s'ouvrait en moi, un écho de l'amour perdu, ou peut-être de la culpabilité qui ronge les vengeurs français depuis Corneille. De ma chambre, j'orchestrais la suite. Un avocat que j'avais contacté ou un requin de la rive gauche, ancien élève à moi s'occupa du fond. Les 200 000 euros transférés légalement vers une fondation que j'avais créée, Renaissance familiale, un nom ironique pour une œuvre caritative aidant les enfants de familles brisées par la trahison. Les journaux en parlèrent vaguement un scandale mineur dans le monde académique parisien, où un professeur spolié par sa belle-fille récupère son dû. Sophie plaida coupable pour agression, écopant de 6 mois avec sursis et une thérapie obligatoire. Alexandre ? Il disparut, muté à Genève par sa banque, fuyant les ombres que j'avais projetées. Mais la vengeance véritable n'était pas dans les tribunaux, elle était dans l'âme. Je sortis de l'hôpital une semaine plus tard, le printemps tardif enveloppant Paris d'une brume verdoyante. Les cerisiers du Luxembourg fleurissaient, indifférents aux drames humains. Je repris mes cours à la Sorbonne, ma voix résonnant dans l'amphithéâtre gothique, disséquant la Révolution française avec une ferveur nouvelle. La terreur, messieurs dames, n'était pas qu'une guillotine, c'était la purge des âmes corrompues. Robespierre savait, la pitié est une faiblesse. Mes étudiants, fascinés, prenaient des notes frénétiques, ignorant que je parlais de moi. Marie m'avait quitté l'appartement, emportant ses robes et ses parfums, laissant un vide que je comblais par des nuits solitaires dans les bars de Pigalle. Là, au milieu des néons roses et des rires forcés, je rencontrai Claire, une libraire de Forty Something, aux cheveux châtains coupés courts et aux yeux verts comme ceux de Marie, mais sans la trahison. Elle vendait des éditions rares de Simenon dans une boutique étroite de la rue de la Lune. Nos conversations glissèrent de Maigret à la condition humaine, et bientôt, ses lèvres effleurèrent les miennes sous un réverbère vacillant. Était-ce de l'amour, ou un pansement sur ma plaie ? Je m'en moquais, la vie post-trépas était un bonus. Pourtant, Sophie ne lâchait pas. Des lettres anonymes arrivèrent, tu paieras. Je sais ce que tu as fait à maman. Puis, un appel masqué, sa voix, hachée par la haine. T'as truqué les preuves, hein ? T'es un malade. J'enregistrai tout, alimentant un dossier secret. La décision controversée suivante se profilait, la dénoncer pour harcèlement, ou l'attirer dans un piège plus grand. Je choisis le piège. Via un faux profil sur un site de rencontre, Marc, 28 ans, banquier ambitieux, je la contactai. Elle mordit vite, assoiffée de revanche, besoin d'un allié contre un prof pourri. Rendez-vous au Baron Rouge, Bastille. Le bar était bondé ce soir-là, l'odeur de vin et de fromages affinés saturant l'air. Elle arriva en jeans slim et pull oversize, maquillage outrancier masquant ses cernes. Marc, demandai-je, voix altérée par un accent belge bidon. Elle s'assit, commandant un pastis. Ouais. T'es au courant pour Duval ? Ce salaud m'a volé mon héritage. J'ai besoin de quelqu'un pour le ruiner financièrement. T'as des contacts en finance ? Je hochai la tête, feignant l'intérêt. Dis-m'en plus. Qu'est-ce qu'il a fait ? Elle déversa tout, le fond, la broche, le secret de son père. J'enregistrai discrètement, son venin coulant comme un fleuve empoisonné. Puis, le twist personnel, en creusant son passé via des recherches en ligne LinkedIn, archives judiciaires, je découvris une autre couche. À 16 ans, Sophie avait accusé faussement un prof de harcèlement pour obtenir une bourse, l'homme avait perdu sa carrière, se suicidant 2 ans plus tard. Le crime qu'elle m'avait fait endosser dans l'autre vie ? Non pas une simple trahison, mais une projection de sa propre noirceur. Elle était la malfactrice née, une Iago en jupe plissée. Je la quittai ce soir-là avec une promesse, je m'en occupe. Envoie-moi ses comptes bancaires. Elle le fit, bien sûr. Le lendemain, je contactai la police cyber, fournissant les enregistrements comme preuve d'extorsion. Une perquisition suivit, chez elle à Lyon, ils trouvèrent des preuves de fraude mineure, des dettes cachées. Elle fut arrêtée pour tentative d'escroquerie, son sursis révoqué. De ma fenêtre du Marais,
j'observais les flashs des photographes devant le tribunal de Paris, son visage, ravagé, splashé sur BFM. Marie, apprenant la nouvelle, m'appela pour la première fois depuis des mois. « Que as-tu fait ? » ? Elle va en prison. Sa voix brisée me transperça. Ce qu'elle méritait. Et toi, Marie ? Prête à affronter ta part ? Silence. Puis, un sanglot. Je reviens. Pour en finir. Elle revint, non pour se réconcilier, mais pour un dernier acte, elle avoua tout à la police, son adultère, les silences complices. Ensemble, nous témoignâmes contre Sophie, un duo improbable dans la salle d'audience froide de l'île de la Cité. Le procès fut un cirque médiatique, la fille maudite de la mafia française, titraient les tabloïds. Sophie, menottée, hurla, c'est lui. Il m'a forcé. Il est mort et revenu pour me hanter. La salle rit, mais moi, je sentis un frisson, elle avait vu juste, d'une certaine manière. Le juge, un vieux renard aux lunettes cerclées d'or, la condamna à 3 ans ferme. Quand les gardiens l'emmenèrent, elle me cracha, profite, fantôme. La tombe t'attend encore. Libéré, je marchais seul sous la pluie, vers le Père-Lachaise. Devant la tombe de Proust, je murmurais, l'amour et la haine sont les 2 faces d'une même pièce. Claire m'attendait au portail, un parapluie à la main. Prêt pour un nouveau chapitre, demanda-t-elle. Je hochai la tête, mais intérieurement, la vigilance persistait. La vengeance avait guéri, ou empoisonné ? L'été 2023 s'abattit sur Paris comme une amande furieuse, chaleur moite et orage capricieux transformant les boulevards en sauna collectif. Avec Sophie incarcérée à Fresnes, une forteresse grise aux abords de la banlieue sud, je crus la paix revenue, un calme trompeur, comme celui avant la tempête de 1789. Claire et moi emménageâmes dans un loft rénové près de Canal Saint-Martin, un espace aux murs de briques apparentes et aux fenêtres donnant sur les péniches paresseuses. Elle apporta des étagères de livres jaunis et un chat nommé Baudelaire, qui miaulait la nuit comme un cœur de fantôme. Nos nuits étaient des festins, vins de Bourgogne, huîtres de Cancale, et des étreintes qui effaçaient les cicatrices. Pourtant, sous la peau, la rage couvait encore, un feu de tourbe qui ne s'éteint pas. Marie, quant à elle, s'était évanouie dans la nature après le procès, louant un petit appartement à Montparnasse, travaillant comme galeriste freelance. Ces mets étaient sporadiques, je pardonne, mais je ne peux oublier. Prends soin de toi. Je répondais par politesse, mais mon cœur ce muscle traître saignait encore pour elle. La décision controversée qui suivit fut la plus dure, contacter le vrai père de Sophie ? Non, pas Giuseppe, mort depuis longtemps, mais un oncle italien, rescapé de la Camorra, que j'avais localisé via des contacts à Interpol. Un appel anonyme, votre nièce est en prison en France. Elle porte votre sang. Voulez-vous qu'elle paie pour les péchés du père ? Sa réponse, un grognement rauque, envoyez-moi les détails. La famille règle ses comptes. C'était risqué, immoral même, impliquer la mafia dans une vendetta personnelle frisait le roman noir de Manchette. Mais la France, avec son histoire de règlement de comptes sous les ponts, tolérait de telles ombres. L'oncle, Vito, arriva à Orly 2 semaines plus tard, un colosse en chemise ouverte malgré la canicule, tatouages italiens serpentant sur ses avant-bras. Nous nous rencontrâmes dans un bistrot anonyme de Belleville, quartier cosmopolite où les odeurs d'épices maghrébines masquaient les secrets. « Pourquoi vous me contactez, professeur ?» demanda-t-il, accent chantant de Naples, un espresso serré entre ses doigts noueux. Je posai les photos du procès sur la table poisseuse. Parce qu'elle a essayé de me tuer. Et qu'elle porte le fardeau de votre frère. Dites-lui la vérité, en prison. Laissez-la goûter à l'héritage. Vito rit, un aboiement guttural. Vous êtes comme nous, un vengeur. D'accord. Mais en échange, un service. Aidez-moi à blanchir un petit colis via votre fondation. Mon estomac se noie. Blanchiment ? C'était franchir la ligne, devenir le monstre que Sophie voyait en moi. Mais je signai, un pacte faustien scellé par un limoncello tiède. Vito visita Sophie à Fresnes, sous couvert de parents éloignés. Ce qu'il lui dit resta scellé, mais les rumeurs filtrèrent, cris dans la salle des visites, une crise de nerfs qui la fit placer en isolement. Elle écrivit alors, une lettre tremblante, « Tu as appelé les démons. Ils disent que papa tuait pour de l'argent. Que je suis maudite. Aide-moi, s'il te plaît. Je regrette la broche. Je regrette tout. » Je lus, brûlai la lettre dans l'évier,
les flammes dansant comme des diables. Regret? Trop tard. La machine infernale tournait. Claire, sentant mon tourment, me confronta un soir, après un dîner de magret de canard trop saignant. Tu n'es pas là, Laurent. C'est encore elle? Je lui confiai tout, la mort, la renaissance, la traîtrise. Elle écouta, pâle, puis, c'est de la folie. Tu joues avec le feu. Et si tu te consumes? Ces mots me frappèrent, pour la première fois, la vengeance me parut futile, un cycle sans fin comme les méandres de la Loire. Mais le twist approchait, vicieux. Alexandre refit surface, non pas brisé, mais renforcé, promu à Paris, il contacta Marie via LinkedIn, feignant la compassion. J'ai appris pour Sophie. Laissez-moi aider. Elle mordit, isolée, et bientôt, il dînait autour d'argent, vue panoramique sur la cathédrale. J'appris par un détective privé aux 5 000 € bien dépensés qu'il complotait, contestait le fonds en justice, arguant de mon instabilité mentale. Marie, manipulée à nouveau, signa des affidavits falsifiés. La fureur remonta, bile acide. Je décidai le coup fatal, une confrontation publique. J'invitai Alexandre à un débat à la Sorbonne, thème, la trahison en histoire économique. Il accepta, vaniteux. La salle était pleine, étudiants, collègues, même des journalistes du Monde. Devant le micro, je disséquai non pas Keynes, mais leur duo, messieurs dames, la trahison n'est pas qu'un concept abstrait. Prenez un banquier qui vole l'héritage d'un homme pour un amour factice. Je projetai les mets, les photos, la voix de Sophie en playback. La salle halta, Alexandre se leva, écarlate, c'est de la diffamation. Le chaos éclata, huée, flash, garde de sécurité. Il fut escorté dehors, sa carrière en lambeaux. Marie, dans le public, s'effondra en sanglots, réalisant sa chute. Elle me confronta après, dans les couloirs lambrissés, tu nous as tous détruits. Pourquoi? Une mort imaginaire? Je la saisis aux épaules, pas imaginaire. J'étais mort, Marie. Et toi, tu as laissé faire. Elle s'effondra, confessant, j'étais faible. Mais je t'aimais. Toujours. Cette nuit-là, Claire me quitta, laissant un mot, ta vengeance te dévore. Sauve-toi. Seul, je marchais vers la Seine, l'eau noire reflétant les lumières de Bercy. Vito appela, le colis est livré. Votre nièce paie. Mais la joie s'était tarie. Sophie, en cellule, se pendit au nom fatal, mais un cri d'aide. Le journal titra, fille de professeur en crise suicidaire. Je visitais Fresne, face à travers la vitre. Elle était brisée, cheveux rasés pour hygiène, yeux vides. Pourquoi, murmura-t-elle. Parce que tu m'as tué, répondis-je. Mais maintenant, vis. Et souviens-toi. Elle hocha la tête, un fantôme d'elle-même. L'automne 2023 drapa Paris d'un manteau ocre et rouge, feuilles mortes crissant sous les semelles comme des avertissements murmurés. La visite à Fresne m'avait laissé un goût de cendre, Sophie, vivante mais éviscérée, n'était plus une ennemie, mais un miroir déformant de ma propre noirceur. Je repris mes habitudes solitaires, conférences à la BNF, où les manuscrits enluminés chuchotaient des histoires de chute royale, promenades au jardin des Tuileries, évitant les couples enlacés qui ravivaient le fantôme de Marie. Claire avait emporté Baudelaire le chat, mais son absence était un vide plus profond, un rappel que la vengeance, comme le vin de Sauterne, laisse un arrière-goût doux amer. Le twist final surgit de l'ombre italienne. Vito, fidèle à sa parole tordue, envoya un colis, non pas de l'argent blanchi, mais une lettre scellée de Giuseppe, le père biologique, écrite avant sa mort. À ma fille inconnue, le sang appelle le sang. Mais pardonne, car la haine est une prison plus dure que n'importe quelle cellule. Sophie l'a lu lors d'une permission conditionnelle, et quelque chose se brisa en elle ou se répara. Elle m'écrivit, j'ai compris. La broche? Je la garde maintenant. Merci de m'avoir forcé à voir. Marie, de son côté, rompit avec Alexandre pour de bon, le dénonçant pour fraude mineure. Il finit en probation, banni des cercles financiers. Elle revint vers moi, non comme épouse, mais comme amie, un café au Procope, discussion sur Baudelaire et les amours perdus. On recommence à zéro, proposa-t-elle. Je secouai la tête. Non. Mais on pardonne. C'était le happy end ambigu, à la française, pas de réconciliation parfaite, mais une paix chèrement acquise. Le fond?
il prospéra, aidant des dizaines d'étudiants démunis. Je devins un pilier discret de la communauté académique, écrivant un mémoire sur « La vengeance dans la littérature post-mortem », un clin d'œil à mon secret. Sophie sortit après 2 ans, changea de nom, s'installa à Marseille comme assistante sociale, canalisant sa douleur en aide aux autres. Nous ne nous revîmes jamais, mais un jour, une broche en argent en la mienne arriva par la poste, polie, avec un mot, pas cher, mais précieux. Paris, éternel, continua son valse, lumière de la tour Eiffel scintillant comme des promesses non tenues, scène coulant impassible. J'étais vivant, vraiment, pour la première fois. La mort m'avait rendu, la vengeance m'avait guéri. Et dans les cafés enfumés, je levais mon verre aux traîtres vaincus, à la vie, cette putain magnifique.